Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je suis Sofiane Capaille, chargé de marketing et de communication chez Librairie EMLS. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier webinaire qui clôture notre cycle qui a commencé il y a maintenant un mois et qui avait pour but de mettre en valeur les ressources numériques pour vous, professeurs, chefs d'établissement, mais aussi professeurs documentalistes, afin de vous aider à mieux préparer l'année scolaire à venir et de rencontrer les acteurs de cet écosystème. La thématique d'aujourd'hui porte sur l'innovation pédagogique et je laisse à présent la parole à Yves qui va nous présenter la librairie. Bonjour, je suis Yves Morel, donc le gérant de la librairie EMLS. D'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis quasi en extinction aujourd'hui. Donc très rapidement, vous nous connaissez comme librairie scolaire de référence. Et depuis de nombreuses années maintenant, nous avons pris le virage du numérique éducatif. Donc en tant que libraire numérique des régions Aura et région Sud, nous livrons plus de 1 million de licences numériques éducatives par an, soit nous serons rendus à plus de 4 millions après cette rentrée 2022. Et un volet de notre activité sur le numérique éducatif, c'est d'accompagner un ensemble d'éditeurs de ressources numériques pédagogiques, tous plus innovants les uns que les autres, que nous mettons d'ailleurs en avant dans un livret des ressources numériques que nous venons d'éditer pour la deuxième année maintenant. Et nous sommes donc réellement engagés pour la réussite du numérique éducatif avec l'ensemble de ces acteurs. Et nous sommes ravis d'inaugurer cette rencontre. Un petit mot pour ceux qui nous ont suivis sur les rencontres précédentes. Donc, j'étais jusqu'à présent accompagné d'Aurélie, qui nous a quittés pour un congé maternité et que nous retrouverons bientôt. Alors, aujourd'hui, nous avons une séance dense puisque nous avons l'honneur d'accueillir 6 représentants de ressources. Nous avons donc François Rocabois qui va nous présenter Pearltrice, Marc Quentin de Mindview, Judith Calombo de Mad Mags, Mathieu Violette de Stitch, Christophe Sibiot de Short Edition et Maxime Kouchnir de Fastlane. La parole à François Rocabois de Pearltrice. Ensemble aujourd'hui deux produits intéressants. D'abord la plateforme Pearltrice Éducation et ensuite les manuels qu'on peut insérer dans la plateforme au format Pearltrice. Alors, on va se connecter pour ça à un compte de présentation et on va voir tout de suite que Pearltrice, en fait, c'est 2 grandes fonctionnalités. D'abord, une fonctionnalité de bureau qui permet de tout organiser. On le voit facilement à l'interface ici. Et ce bureau, on va le brancher sur un réseau, qui est le réseau de l'établissement et qui va permettre, en fait, à ceux qui organisent des cours, des activités pédagogiques, de les partager facilement avec soit des collègues enseignants, soit des élèves. Là, on voit un peu l'ergonomie du bureau, c'est un peu comme une vue du dessus, au-dessus d'une table. On s'aperçoit que c'est le bureau de Monsieur François, qu'il y a organisé des cours, des espaces de collaboration avec des collègues enseignants et des espaces de collaboration avec des élèves. Alors, on va rapidement présenter l'ergonomie. Ici, en haut à gauche, vous avez les boutons, disons, de bureau, et vous avez en haut à droite ici, les boutons, disons, de réseau. Les boutons sont importants parce qu'ils vont vous aider à vous repérer facilement. Donc là, on a en fait une partie avec tous les grands paramètres du compte et puis aussi mes collections. Mes collections, c'est un peu comme les Explorers que vous aviez dans les ordinateurs de temps en temps. Ça vous permet de vous repérer facilement dans votre compte, mais aussi de glisser de l'information. On va voir que c'est assez utile et qu'on le retrouve fréquemment en fait dans l'interface Pearltrice. Vous avez évidemment la vue du dessus du bureau qui vous permet d'avoir toujours une vue complète de ce que vous êtes en train d'organiser. Vous avez mon réseau qui va rassembler l'ensemble des interactions qu'on peut avoir en fait avec les gens de l'établissement. Et vous avez même ici un petit filtre qui va vous permettre de sélectionner les interactions en fonction de ce que vous voulez voir. Vous pouvez sélectionner des professeurs, une classe, un élève en particulier. Voilà, vous avez toujours la possibilité de sélectionner grâce au filtre qui est ici. Vous avez une bibliothèque dans laquelle on va retrouver naturellement les manuels et puis les fonctionnalités de réseau avec ici un petit moteur de recherche et
un peu plus loin des suggestions qui vont vous proposer, en fonction de ce que vous êtes en train d'étudier, des contenus dans les manuels et des contenus dans Pearl-Trees. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Je vous propose de prendre un exemple sur un cours. On va aller dans le cours ici qui s'appelle « Gestion des ressources terrestres ». C'est un cours de géographie qu'a préparé un professeur. Il a créé ici un petit titre. Il a rajouté en fait un certain nombre de contenus qui sont tous là. Vous pouvez voir au passage que les contenus qui sont ajoutés dans Pearl-Trees sont toujours identifiés par deux choses. D'une part une image et d'autre part un titre. Et donc ces contenus, ils ont été sélectionnés, ils ont été organisés dans un certain ordre. Vous voyez, on a nourrir les hommes, puis l'eau, ressources essentielles. Tous ces contenus bougent. Alors, comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en forme? En fait, tous les boutons qui vous permettent de construire vos cours sont ici. Il y en a deux. Il y a un bouton plus pour ajouter et un bouton d'édition pour mettre en forme. Alors, le bouton plus, vous cliquez dessus, ça ouvre une palette. Et cette palette, en cliquant sur les différents boutons, elle va vous permettre d'ajouter tout ce que vous voulez dans Pearl-Trees. Vous pouvez rajouter des sous-collections à l'infini. Les collections, c'est un peu comme les dossiers dans un ordinateur, sauf que là, ça a vocation à être présenté. Alors, on appelle ça plutôt une collection. Vous allez pouvoir rajouter aussi des informations issues des manuels. Vous allez pouvoir rajouter des informations issues du web. Vous allez pouvoir rajouter des images, n'importe quel type d'image. Ça peut provenir du web, ça peut provenir de votre ordinateur. Vous allez pouvoir rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter n'importe quel type de fichier, des PDF, des sons, des vidéos, n'importe quel type de suite bureautique. Vous pouvez rajouter aussi des fichiers un peu spécialisés comme GeoGebra par exemple ou du Python, vous voyez, pour que tout ça soit à disposition rapidement. Vous allez pouvoir aussi taper vos notes et les publier comme ça directement. C'est assez intéressant parce que Pearl-Trees donne à chaque détenteur de compte, donc en fait chaque enseignant, chaque élève, 1 Tera de stockage. Et vous allez pouvoir rajouter des fichiers qui individuellement vont jusqu'à 2,15 gigaoctets. Donc en gros, vous avez une capacité d'ajout quasiment infinie et qui va vous permettre d'ajouter toutes les vidéos. Vous allez pouvoir travailler sans aucun problème les oraux, le grand oral et les chefs-d'œuvre évidemment. Là, vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous voulez. Alors, une fois que vous avez ajouté tous les contenus qui vous intéressent, vous allez pouvoir les mettre en forme. Dans Pearl-Trees, vous pouvez faire des beaux cours. Comment vous faites des beaux cours? Vous cliquez sur le bouton « Éditer ». Ça va vous permettre de soigner vos titres, de rajouter éventuellement des éditos. Vous pouvez mettre un petit chapeau. Vous pouvez rajouter des sections. Les sections, c'est ce qu'on voit ici. Là, vous voyez, avec un petit signe égal qui permet de faire des séparations. Vous voyez, donc vous pouvez rajouter comme ça tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des fonds qui sont jolis, qui correspondent à vos cours. Et vous allez pouvoir aussi soigner votre niveau de visibilité. Ça, c'est intéressant parce que le niveau de visibilité, c'est ce qui vous permet de gérer vraiment vos collections dans votre compte. Vous pouvez garder évidemment ce que vous ajoutez dans Pearl-Trees en privé, auquel cas il n'y aura que vous qui le verrez, personne d'autre. Vous pouvez donner un droit d'accès à quelques personnes. C'est ce qu'on appelle l'accès privé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une collection privée, puis vous voulez la partager avec juste une classe ou avec juste quelques collègues. Là, il vous suffit de le partager et ça passera automatiquement en accès privé. Ou alors, vous pouvez choisir de partager votre collection avec tout l'établissement. Et donc là, vous vous placez dans Clémenceau, par exemple. Dans notre établissement, ça s'appelle Clémenceau ici. Ou alors, vous pouvez même le partager avec le grand public, mais là, il faut être un peu chevronné, il faut débrider son compte et ensuite le partager avec le grand public. C'est une option qui existe pour les professeurs qui ont appris à vraiment bien utiliser Pearl-Trees, et c'est évidemment complètement interdit pour les élèves. Voilà. Une fois que vous avez créé un cours et que vous êtes content de votre cours, ce cours, vous allez pouvoir le partager. Il y a deux manières en fait de partager les cours dans Pearl-Trees. Soit vous pouvez les partager en lecture seule, vous voyez, c'est le partage simple ici, soit vous pouvez le partager en collaboration, c'est la fonctionnalité faire équipe. Pour le partager en lecture seule, vous cliquez, là encore, vous avez un menu qui apparaît qui va vous permettre soit de sélectionner le permalien pour par exemple partager votre cours via un cahier de texte, si vous avez un cahier de texte dans votre ONT, soit vous allez pouvoir cliquer sur l'annuaire et choisir à quelle classe, à quel élève, à quel professeur vous souhaitez envoyer ce cours. Vous voyez, c'est assez simple, vous pouvez envoyer des cours. Et vous allez pouvoir aussi partager en mode collaboratif. Un exemple, vous voyez ici, on est en train de faire un cours sur la gestion des ressources terrestres. C'est très bien. Imaginez qu'on ait envie, par exemple,
que des élèves par petits groupes travaillent comme ça sur différents types de ressources. Ici, on a un groupe qui travaille sur la gestion des ressources fossiles. Ici, on a un groupe qui travaille sur la gestion des ressources hydriques. Ici, on va avoir par exemple un groupe qui va travailler sur la gestion des ressources halieutiques. Voilà. On va mettre un petit édito, des consignes, pour expliquer un petit peu ce qu'on attend des élèves. On peut travailler au niveau de visibilité. Surtout, on va pouvoir faire équipe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer dans notre annuaire et on va pouvoir sélectionner les élèves dont on souhaite qu'ils travaillent sur la gestion des ressources halieutiques. Je sélectionne mes élèves, je peux trouver une image. On va chercher une image, disons, de pêche. C'est un peu moins technique que halieutique. Et là, ça va lancer en fait des images, disons, libres de droit. Hein. On va retrouver ici des images, on va prendre un petit chalutier, libre de droit. Et au moment où on va créer notre collection, on va l'ajouter dans notre compte, en fait, cette collection va apparaître dans le compte des élèves qu'on a sélectionnés. C'est un dossier partagé, finalement. Donc, je peux ajouter tout ce que je veux, en fait, dans cet espace, mais les élèves que j'ai sélectionnés aussi. C'est un groupe de travail, et le professeur va pouvoir gérer son groupe de travail en ajoutant des nouveaux membres, en retirant des membres, mais aussi en envoyant des messages à toute l'équipe, en ayant un historique qui va permettre de savoir qui a fait quoi dans l'équipe. Voilà. C'est un outil qui est très intéressant, qui permet de gérer beaucoup de choses en fait dans un établissement. Vous pouvez gérer des petits groupes de travail, un peu comme l'exemple là que le suggérait, mais vous pouvez aussi gérer le grand oral, des comptes rendus de stage, les chefs-d'œuvre, des labos de langue, des classes inversées, des élèves à distance. Enfin bref, vous avez énormément de possibilités à partir de cette fonctionnalité d'équipe. Donc vous l'avez compris, en fait, Plantries, c'est effectivement un bureau qui permet d'organiser des cours, des activités pédagogiques, on vient de le voir en invitant des élèves, et ce cours, il est toujours branché sur notre réseau, et donc, si je suis en train de travailler sur la gestion des ressources terrestres, je peux regarder les collections les plus proches de moi dans Plantries, ça va me mettre en relation avec des collègues enseignants qui travaillent sur les mêmes sujets, et je vais pouvoir m'inspirer de ce qu'ils ont fait. Par exemple, ici, j'ai un collègue enseignant qui travaille sur Nourrir les hommes, qui a rassemblé un certain nombre de choses. Et donc, si j'ai envie de, par exemple, m'inspirer et de prendre ce contenu Un futur plus vert au Sahel, j'ouvre ici mes collections à moi. Je vais rentrer dans mon cours qui s'appelle ici La gestion des ressources terrestres. Je vais prendre cet article et l'ajouter dans la gestion des ressources terrestres. Donc, je m'inspire en fait de mon collègue et je l'ajoute dans ma propre collection. Évidemment, c'est un collègue qui a choisi de partager avec le grand public. C'est pas complètement libre. Voilà. Ça, c'est la plateforme Plantries Éducation. C'est une plateforme qui permet de créer des cours, de les partager et de s'inspirer de ce que d'autres gens ont fait sur le même thème. Maintenant, vous pouvez en plus ajouter des manuels. Comment ça se passe ? Dans notre bureau, on a ici une petite bibliothèque. Je vais pouvoir cliquer sur la bibliothèque et là, je vais retrouver en fait les manuels que j'ai choisis. Alors ici, vous avez tous les manuels parce qu'ils sont actuellement tous en démonstration jusqu'au 15 juillet dans vos comptes. Et quand vous cliquez ici, par exemple, dans Nathan, je vous propose qu'on aille se promener dans les manuels Nathan, on va pouvoir rentrer dans le manuel d'histoire, par exemple. Et là, on va retrouver les manuels d'histoire pour les niveaux seconde, première, terminale. Si j'entre dans le manuel de seconde, on va retrouver en fait une organisation de manuels tout à fait classique, avec une table des matières, l'introduction, les grandes parties du cours et chacun des chapitres. Si on entre dans un chapitre, on va avoir une vue d'ensemble du chapitre. Et là, on va remarquer en fait quelque chose d'un peu nouveau. Ce manuel est entièrement découpé. C'est-à-dire que les ressources de ce manuel sont à votre disposition. Vous pouvez piocher les ressources qui composent le manuel pour les ajouter dans vos cours à vous. Donc ça, c'est assez intéressant. On va pouvoir du coup ouvrir nos propres cours et aller y ajouter, par exemple, cette carte. Vous voyez, je prends la carte et je l'ajoute. Une fois que je l'ai ajoutée d'ailleurs dans mon cours Gestion des ressources terrestres, je vais pouvoir la transformer. Et là, on va mettre, par exemple, on va changer le titre et on va appeler ça la gestion des ressources terrestres. La gestion des ressources terrestres du 15e au 17e siècle. Et donc, vous voyez que je détourne le document qui provient du manuel pour l'adapter à mon cours à moi. Je vais pouvoir aussi rentrer dans le texte lui-même, c'est-à-dire sous l'image qui est proposée par le manuel, pour y ajouter mes propres questions.
Et donc, je peux transformer comme ça les contenus qui proviennent du manuel pour les adapter à mon cours à moi. C'est tout le but des manuels dans Pantries. Je passe de la bibliothèque où je retrouve la référence, le manuel, et je peux piocher dedans tout ce que je veux pour pouvoir constituer mes propres cours. Alors après, vous avez des choses qui vous permettent d'aller un peu plus vite, de naviguer dans le manuel de manière efficace. Par exemple, ici, on va pouvoir taper histoire, seconde, je vais aller de la page 76 à la page 112 via le moteur de recherche. Je lance bien cette recherche dans le corpus Mes manuels. Sinon, évidemment, si vous cherchez dans l'espace de votre établissement, vous allez trouver des choses un peu farfelues. Mais si vous cherchez dans Mes manuels, vous allez retrouver en fait tous les contenus qui composent le manuel, de la page 76 jusqu'à la page 112. Vous allez naviguer dans le manuel. Et là, vous allez me dire, mais en fait, on ne voit pas grand-chose sur le manuel, c'est un peu tout petit. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez zoomer pour faire apparaître en fait les contenus, vous voyez, de manière synthétique. Comme ça, vous pouvez surfer ou compulser votre manuel de manière directe et retrouver, comprendre un petit peu chacun des contenus. Et dès que vous voyez quelque chose qui est intéressant, pas de problème, vous ouvrez vos collections, vous piochez et vous ajoutez. Ce qui vous permettra après de l'adapter. Donc vous voyez, tout le point, c'est de pouvoir piocher ce qui vous intéresse dans le manuel et de l'adapter à vos cours. Donc comme ça, vous pouvez faire des cours sur mesure pour vos élèves. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça vous libère du format un peu rigide des manuels. Voilà, je vous ai présenté du coup très rapidement la plateforme Pantries qui permet d'organiser ces cours et de les partager facilement. Je vous ai présenté rapidement les manuels qui vous permettent de piocher des ressources et de les transformer pour les adapter à vos cours. Maintenant, je vous propose, si ça vous intéresse, éventuellement d'en discuter avec la librairie MLS ou avec nous directement, comme vous le souhaitez. Et en tous les cas, moi, je serais ravi de vous entendre et de savoir ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup. Donc, je propose qu'on bascule sur Marc de Mindview, à qui je vais donner les droits. Ouais, ça y est, je viens de me connecter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, bah oui, là, ça marche. Super. Ça marche. Bien. Très bien. Je mets juste à l'écran mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin de me contacter suite à la présentation ou ceux qui regardent la vidéo, il y a mon numéro de téléphone, mon email. Donc, moi, je représente la ressource numérique Mindview. Donc, le but là, pendant la petite dizaine de minutes que j'ai, c'est de vous expliquer comment est utilisée notre ressource numérique Mindview. Donc, c'est basé sur les cartes mentales. Et que vous soyez dans un lycée d'ailleurs professionnel, général, technologique, il y a des usages de Mindview. Vous devez voir à l'écran une petite synthèse. J'ai utilisé Mindview pour préparer cette petite présentation. Donc, c'est à la fois utilisé dans les lycées dans le cadre de la démarche de projet, donc le chef-d'œuvre dans les lycées pro, en STI2D, STMG, BTS, donc vraiment pour organiser, planifier, suivre un projet, préparer aussi un rapport ou un oral par rapport à ce projet-là. Et je vous montrerai, si j'ai le temps, quelques exemples. On a aussi donc des lycées qui utilisent Mindview pour préparer le grand oral ou de façon générale préparer un oral, où là, on va s'appuyer sur la carte mentale pour générer un plan, ce qui est un petit peu compliqué sur une feuille de brouillon, dans un document traitement texte. Donc, on va s'appuyer sur la carte mentale pour générer ce plan, préparer son argumentaire, centraliser aussi ici, dans le cas d'un oral, les ressources annexes, les liens qu'on a pu trouver d'articles, des documents, ce qu'on a prévu de dire. Donc, on va centraliser tout ça dans la carte mentale. Et c'est collaboratif, donc je peux, ce plan, cet oral, je peux le partager avec mes enseignants pour qu'ils puissent venir corriger, compléter, voir où j'en suis dans la préparation de mes travaux. Donc ça, c'est un autre usage qu'on retrouve aussi sur ceux qui doivent faire des dossiers, des rapports de stage. Je vous montrerai un exemple. On peut exporter ces cartes mentales dans d'autres formats. Donc, ce qui est un peu souvent les limites des outils gratuits, de pas pouvoir aller dans d'autres formats. Donc, nous, avec Manu, on peut exporter vers Word, vers LibreOffice, vers un diaporama, pour que tout ce qu'on a fait dans Mindview puisse être après transmis dans des formats un peu plus traditionnels, Word, PowerPoint notamment. Et
Les autres usages qu'on va retrouver des cartes mentales et Mindview dans les lycées, on a des enseignants qui l'utilisent pour faire des progressions pédagogiques, les planifier sur la durée de la formation, ce qui n'est pas facile à faire dans des tableurs. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça. Et pour faire des synthèses de cours, ça, les cartes mentales s'y prêtent très bien, puisque là, on s'appuie sur la carte pour noter les notions, les compétences, les idées principales. Et on a cette vue globale assez rapidement. Et on a des enseignants qui le font en direct avec les élèves en classe, d'ailleurs, ces synthèses. Sachez aussi qu'on a des chefs d'établissement, des adjoints, des DDFPT qui utilisent Mindview, vraiment pour eux, pour les aider à préparer des réunions, gérer des projets. Ça, on en a de plus en plus et on fait des petites formations parfois dans ce cas-là. Donc, ce que je veux vous montrer vraiment en quelques minutes, c'est comment la ressource est utilisée. Donc, quand vous lancez Mindview, vous arrivez ici. On a différentes vues. Cette vue Mind Map, c'est ici, cette vue carte mentale. Et dans le cadre de projets ou de progression, on a besoin de représenter ces projets dans le temps, faire des plannings. Et ben, sans changer d'outil, vous restez dans Mindview, on va pouvoir passer vers une vue planning Gantt et ligne de temps. Donc là, je vais lancer la vue carte mentale pour vous montrer rapidement comment ça se crée. Donc avec le bouton branche et sous-branche là-haut, je peux faire des idées de niveau hiérarchique ou de même niveau. Donc là, j'appuie sur insert, ça crée des branches de niveau hiérarchique inférieur et entrée, ça va créer des branches de même niveau. Donc vraiment l'idée, c'est avec ces 2 boutons insert et entrée, là j'appuie sur entrée, pouvoir noter ses idées et au bout d'un moment, ce qui est pas facile à faire d'ailleurs dans les outils gratuits, je vais pouvoir réorganiser ces idées en glisser-déposer. Donc clic gauche et je peux déplacer, structurer, mes idées, voilà, juste avec le clic gauche de la souris. Donc là, ce qu'on veut, c'est aider les élèves surtout qui ont peur de se tromper, ont peur de démarrer. Là, dans un travail individuel ou de groupe, voilà, notez vos idées, vous inquiétez pas, ensuite vous pourrez les réorganiser, les structurer en vue de faire un plan. Donc dans le cas d'un oral, bah, on va avoir un plan, vous savez, chapitre 1, chapitre 2, partie 1, partie 2. Dans le cadre d'un projet, bah, phase 1, phase 2 et cetera. Et donc, au lieu de faire une table des matières qui est un peu compliquée ou de noter ça à la main, on a un petit bouton là-haut qui s'appelle numérotation, qui va numéroter sa carte mentale dans le sens aiguille d'une montre, en commençant par midi. Voilà, donc comme ça, rapidement, on a ce plan qui est en train de se construire et si je continue à déplacer, réorganiser, je vais pouvoir modifier ce plan. C'est un travail que je peux faire à plusieurs en même temps. On peut être à plusieurs en même temps sur une carte mentale Mindview. Ce qu'on peut faire aussi, puisque dans le cadre d'un projet heu, la préparation d'un oral ou d'une progression, on a beaucoup d'informations annexes à gérer. Donc tous ces documents, ce qu'on a prévu de dire à l'oral, la description de ses tâches, on va les organiser dans sa carte mentale. Donc je choisis un élément et là-haut, donc soit je peux mettre une note de texte, où là je vais retrouver, et mettre un petit peu de description, je vais mettre des décisions, des infos importantes. Je tape un peu vite parce que j'ai peu de temps. Voilà, donc on va retrouver ici un espace pour rédiger. Donc le but, c'est de le faire au fur et à mesure, voilà, pouvoir conserver, pour des questions de traçabilité, toute cette information. Donc ça, c'est la note de texte. On peut y mettre les documents annexes que vous allez mettre à disposition de vos élèves. On va imaginer ici un petit croquis qu'on a fait du robot, un petit cahier des charges. Voilà, tous ces documents, on peut les intégrer ici dans les branches. Et vous avez vu, il y a un trombone qui me permet après d'accéder aux documents. Donc, quand on va vouloir présenter, accéder, je ne vais pas aller chercher dans mes dossiers, sous-dossiers, tous ces documents sont ici. On peut aussi y intégrer des visuels, des images qu'on aura à récupérer ou des liens avec hyperliens. Donc voilà, on fait une recherche sur Internet, on a un article qui nous intéresse, on peut copier ce lien à cet endroit-là. Et donc, toute cette carte mentale, ensuite, comme je le disais, on peut l'exporter dans d'autres formats. Voilà, c'est une des grandes forces de Mindview, être en mesure, lorsqu'on doit faire un rapport, un support un peu traditionnel, on est en mesure d'exporter, en choisissant un modèle, ce travail. Voilà. Ce qu'on veut éviter ici, c'est de perdre du temps à recopier, c'est-à-dire de reprendre ses notes, reprendre ce qu'on a mis au tableau. Voilà. Là, Mindview va vous générer ce document voilà, en quelques clics. Donc ça, c'est l'exportation vers Word, ça fonctionne avec LibreOffice, vers un diaporama aussi. Voilà. Donc la table des matières, toujours un peu compliqué à faire. Et ensuite, ce que j'avais mis dans les branches, donc
ce qu'on avait rédigé dans la note de texte, on le retrouve dans le document, comme on retrouve les documents annexes, les liens là vers le fichier PDF ou l'article en ligne. C'est un document Word, tu peux le modifier, compléter s'il y a besoin. Donc, on veut faciliter ce travail de création, de démarrage, en vue de faire ce plan. On va centraliser l'information annexe qu'on va récolter, qu'on va créer, et on peut exporter dans d'autres formats quand il y a besoin. Et juste pour finir ma présentation, parce que je crois qu'il me reste quelques secondes, comme je le disais, dans le cadre de la démarche de projet, du chef-d'œuvre, la gestion de projet où on doit faire un planning à un moment donné, on doit séquencer ses tâches dans le temps, on n'a pas besoin de changer de support, d'outils, on a juste à changer de vue et on va retrouver notre projet là sur une vue planning. Et donc là, en quelques minutes, pouvoir faire ce planning. Donc, soit c'est plutôt les enseignants qui vont le générer et les élèves vont l'actualiser, plutôt en BTS ou en terminale STI2D. Certains enseignants font faire ces plannings à leurs élèves, sachant qu'on va retrouver les informations annexes. On peut mettre la ressource qui fait quoi, l'état d'avancement, on peut mettre le chemin critique. Voilà. On peut aller après plus loin dans cette partie planning, suivi de projet. Voilà. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est intégré à MindView. Vous avez juste à changer de vue. C'est le même fichier. On retrouve toujours ces notes, ces documents. C'est juste une représentation différente. Et lorsqu'on va être plutôt ensuite sur une présentation orale à son enseignant, à une classe, on peut revenir sur la carte mentale, puisque ces données de projet, on peut les visualiser sous les branches aussi. Donc là, j'ai intégré par exemple les dates sous les branches. Donc on est sur le même fichier. Évitez de retaper l'information plusieurs fois, d'un brouillon vers un Word, vers un tableur, vers un planning. Voilà, on va essayer de rassembler tout ça dans MindView. Combien de temps il me reste, Yves? Le temps de la conclusion. OK. Pour conclure, donc sachez que nous, quand vous nous choisissez via le catalogue, donc c'est une licence établissement, vous pouvez installer MindView sur tous les postes du lycée. Ça inclut les postes personnels, donc les ordinateurs personnels des enseignants, des élèves. Vous pouvez installer MindView dessus et ça donne accès aux mises à jour, à toutes les versions PC, Mac, la version en ligne. Et ça donne accès à des formations en ligne qu'on fait chaque mois. Donc, chaque mois, on a des formations en ligne pour que vous puissiez apprendre à utiliser la ressource. On a des formations de différents niveaux. MindView est compatible GAR. Alors, je crois que vous allez rentrer dans le GAR, les lycées, c'est ça, bientôt? Alors, un de nos participants de la réunion nous précise et MindView est dans le Gard. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, on a ce connecteur avec Atrium. Et en effet, pour parler du Gard, donc pour ce qui concerne la région sud, même si aujourd'hui, ce contenu pourra être visionné par quiconque en France métropolitaine, enfin par quiconque. Ouais. Et en effet, pour la région sud, à compter de la rentrée, mais peut-être pas dès le début de la rentrée, la région sud va s'accrocher au Gard pour la partie ressources numériques. Alors que pour les manuels scolaires numériques, ça restera via Corélis. D'accord. Donc, on est compatible déjà Corélis, Atrium, on a ce connecteur, et on est compatible Gard. Donc, donc vous êtes prêts pour tout. On est prêt. Voilà, on a à peu près 1 millier de lycées qui a MindView déjà en France. Et je sais que dans la région, c'est une ressource qui est très appréciée par les lycées. Ouais, merci. Donc, voilà. On a une version d'essai qui est disponible sur notre site, matchware.com. Pendant 30 jours, vous pouvez aller sur notre site. Matchware.com, il y a une version d'essai et je vous invite à l'installer, à la tester en quelques minutes. Vous allez voir que c'est facile à prendre en main. Il y a des exemples qui sont diffusés ensuite. Super. Merci beaucoup. Merci d'avoir respecté le temps imparti. De donner envie à chacun d'aller plus loin, soit en vous contactant directement, soit en nous contactant librairie UMLS. Et puis aujourd'hui, particulièrement, on a un planning bien chargé, donc on va essayer de scrupuleusement respecter le timing. Merci beaucoup, Marc. Super, merci. Au revoir. On passe du coup à Mad Max. C'est Judith Calombo qui va nous présenter Mad Max. Parfait. Bonjour Judith. Bonjour tout le monde. Merci à vous. Alors, Mad Max, c'est très simple. C'est une application web qui permet de créer des journaux, des magazines numériques de façon simple
et collaborative. Donc, pourquoi on dit collaborative? Parce qu'on peut travailler plusieurs sur un même journal, un même magazine. Pourquoi multimédia ou application web? Parce qu'on va pouvoir, au-delà d'ajouter du texte et des images dans un magazine, ajouter du son, des vidéos, des liens, des quiz, etc. Et pourquoi simple? Parce que finalement, on met à votre disposition plus de 20 maquettes prêtes à l'emploi et finalement, il n'y a plus qu'à intégrer son propre contenu. Alors, l'offre Mad Mags, qu'est-ce qu'elle comprend quand on passe, si vous nous voyez sur le catalogue, donc comme je l'ai dit, vous pouvez avoir accès à une vingtaine de maquettes, même un peu plus. Je vais vous parler de ça après pour la rentrée scolaire. Il y a une création donc, illimitée de journaux numériques, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous pouvez créer autant de magazines, de de journaux avec vos élèves et dans tout l'établissement d'ailleurs. Vous pouvez ajouter des liens, des vidéos, du son. Vous avez accès à notre support dédié. Mad Mags est compatible avec le GAR et dans presque tous les ONT. Une fois que le magazine, la version web du magazine est publiée, elle peut être intégrée sur votre blog ou sur votre site internet, si c'est le cas. Et vous pouvez aussi, au-delà d'avoir une version web en liseuse, je vais vous montrer ça tout à l'heure, faire un export de votre magazine en PDF ou en PDF haute définition si vous souhaitez imprimer. Et bien sûr, c'est compatible aussi avec tablette. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil Mad Mags très rapidement. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez accès à vos vingtaines de maquettes. Et comme je l'ai dit, il y en aura même plus pour la rentrée qui seront à votre disposition. Donc, les maquettes sont thématiques, elles ont un graphisme différent et parfois des fonctionnalités différentes, c'est-à-dire que vous avez des maquettes pour les rapports de stage, par exemple, ou des maquettes qui vont être plus axées sur le visuel, donc il y aura plus d'espace pour ajouter des images, des vidéos, des liens, et d'autres maquettes qui vont être davantage axées sur le texte, donc beaucoup plus de pages d'articles, etc. Si on veut voir à quoi ressemble, au-delà de ces couvertures, à quoi va ressembler les pages qui vont être dans ces magazines, on va regarder l'aperçu ici, ce qui vous donne un aperçu du type de page qui sera contenu dans votre maquette. Donc, vous avez des pages de couverture, d'articles un petit peu différentes pour vous permettre de réaliser vos projets et de les personnaliser au mieux. Donc, c'est très simple, Mad Mags. On choisit sa maquette. On nomme la maquette, donc son magazine. Donc, par exemple, mon mag, sachant que quand on démarre, on n'est pas obligé d'avoir l'idée du titre de magazine. Hein. On pourra le changer après. Donc, comme je vous le disais, avec Mad Mags, on peut collaborer. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir formé un petit comité de rédaction, en fait. Chacun a son espace personnel, mais le propriétaire du magazine peut nommer des rédacteurs et des rédacteurs en chef. Donc, vous avez la possibilité de nommer des rédacteurs en chef, comme je l'ai dit. Donc, un rédacteur en chef peut à son tour nommer des rédacteurs et former un petit comité de rédaction. Les rédacteurs, quant à eux, on leur envoie des pages à compléter et lorsqu'ils ont fini, ils vous renvoient les pages, soit en tant que rédacteur en chef, soit en tant que propriétaire du magazine. Donc, comme je le disais, vous avez plusieurs options pour pouvoir réaliser votre magazine. Donc, il y a des pages de couverture, des articles, des brèves, des portfolios et des visuels de pleine page. Donc, parfois, en fonction des maquettes, vous allez avoir plusieurs types de pages de couverture et plusieurs types de pages d'articles également, des brèves, des portfolios et parfois d'autres catégories, d'autres rubriques qui vont apparaître ici en fonction de la maquette choisie. Et donc, pour commencer mon magazine, je vais tout simplement cliquer sur la page que je souhaite ajouter. Donc, je vais commencer par la couverture, c'est le début. Et donc, une fois que je veux ajouter d'autres pages, je vais revenir sur mon menu, ajouter d'autres pages. Donc là, par exemple, je vais ajouter
3 pages d'articles, sachant que sur Mad Max, on ne peut publier un magazine qu'à partir de 4 pages, puisque c'est le format standard pour un magazine qui serait éventuellement imprimé. Et comme je vous l'ai dit, c'est très simple d'utilisation puisque les maquettes sont prêtes à l'emploi et aux endroits où ça s'illumine, on n'a plus qu'à changer le contenu pour mettre le sien. Ici, par exemple, je mets mon titre. Je peux également, sur les pages où il y a des images, donc là, par exemple, cette image de fond, je peux la changer et mettre ma propre image derrière. Donc là, soit je la choisis depuis mon propre ordinateur, soit j'ai trouvé une image libre de droit sur Internet et je peux la publier. Ici, on vous conseille donc les tailles adaptées pour cette page de magazine. Les tailles d'images adaptées, c'est surtout si vous souhaitez imprimer vos magazines par la suite, ça sera beaucoup mieux pour le rendu, beaucoup plus quali. Et ensuite, une fois que j'ai renseigné mes informations, je vais publier tout simplement mon magazine. Donc attention, là on m'alerte que l'aperçu PDF est obligatoire. Donc effectivement, quand on a un magazine sur Mad Max, on est obligé de télécharger le PDF. Pourquoi? Parce que comme vous allez voir, on voit beaucoup mieux les textes et donc on repère beaucoup mieux les fautes d'orthographe, les petites erreurs, etc., les coquilles. Donc, on conseille toujours de relire avant de pouvoir publier. Et ensuite, donc, on publie son magazine. Ici, on obtient le lien web de son magazine, donc en mode liseuse, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est un lien que vous pouvez partager, un lien unique qui renvoie vers votre magazine, que vous pouvez bien sûr partager. Donc, ça se présente comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir télécharger, comme je l'ai dit, le PDF d'impression. Donc là, c'est payant, mais parce que je ne suis pas sur la version totalement payante, mais totalement gratuite. Mais une fois que vous êtes abonné sur Mad Max, en tout cas si vous passez par EMLS, vous avez accès à tout ça gratuitement. Et donc, pour la rentrée, je veux vous présenter donc les nouvelles offres qui vous attendent et les nouveautés qui attendent sur Mad Max, puisqu'on va vous présenter donc voilà, au-delà de simples maquettes, des maquettes qu'on appelle des manuels éducatifs participatifs. Donc, les manuels éducatifs participatifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maquettes Mad Max, mais enrichies de contenu pédagogique sur des thématiques dites du 21e siècle. Donc, il faut savoir que Mad Max, au-delà d'être un simple outil, on a envie d'être un outil qui permet non seulement d'être applicable pour l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi et surtout, on s'est rendu compte que c'était un outil qui permettait de développer les soft skills, les compétences dites du 21e siècle, comme la créativité, le travail collaboratif, l'esprit critique. Et du coup, on a eu envie d'enrichir nos maquettes et de vraiment apporter un petit plus au niveau du contenu pédagogique. Donc, le manuel éducatif participatif, chez nous on l'appelle le MEP, et j'espère que vous aussi vous pourrez l'utiliser et l'appeler comme ça, sont des modules avec des courtes leçons pour donner une base, des activités variées à réaliser seul ou en groupe. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas que sur des activités à réaliser sur l'ordinateur ou sur Mad Max, on est beaucoup sur des activités d'abord à réaliser en classe, à l'oral, des débats, des interviews qu'on va pouvoir restituer sur l'outil Mad Max. Alors, du coup, nous, ce qu'on a actuellement et qu'on est un petit peu en train de revoir, mais qui est déjà sorti, c'est on a sorti un MEP, du coup, chasse aux fausses informations, qui a été lancé avec le monde des ados, donc qui traite des fake news. Un autre qu'on a pu lancer avec Nathan, qui est sur le journalisme de guerre. C'est l'un de mes préférés parce qu'il est très, très riche en informations. On en apprend à la fois sur le journalisme tout court, mais aussi sur ce que c'est qu'un journalisme sur un théâtre de guerre, qu'est-ce qu'un reporter de guerre, et c'est très d'actualité aussi en ce moment, donc ça peut être intéressant d'aborder ce genre de thématique. On a Journal à l'école, qui est un magazine pour les primaires. Et ensuite, pour la rentrée, donc ça, c'était
actuellement ce que les lycéens d'Île-de-France étaient en train de tester en exclusivité pendant cette année scolaire. Et donc, ce sera généralisé dès septembre. Donc, on a sorti un manuel éducatif participatif sur l'égalité filles-garçons. Donc, comme je l'ai dit, avec des petits modules, des leçons et des activités à faire seul ou en groupe. Et donc, pour la rentrée scolaire 2022, on va donc sortir les MEP suivants sur le harcèlement, la laïcité, l'environnement, la citoyenneté, la culture, le sport et l'olympisme et la découverte du monde professionnel. Donc ça, c'est c'est les nouvelles offres de Mad Max pour la rentrée scolaire. Et comme je l'ai dit, donc c'est au-delà du contenu donc classique, des maquettes qui ne contiennent pas de contenu, là, on aura du contenu pédagogique qui va entrer en compte. Donc, l'offre Mad Max avec les manuels éducatifs participatifs, c'est l'offre classique que je vous ai présentée tout à l'heure, plus la dizaine de manuels éducatifs participatifs qui seront mis à votre disposition sur l'outil Mad Max. Bien. Donc, voilà pour moi. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, restez bien du coup jusqu'à la fin pour la séance de questions-réponses. Bon. Alors maintenant, on va donner la parole à Christophe Sibieux de Short Edition. Introduction, et après il faudra que je passe sur internet pour naviguer, mais je me présente donc Christophe Sibieux, associé fondateur de Short Edition. On est un éditeur de format court qui a été créé il y a 11 ans. Voilà, donc on apporte des contenus, donc on apporte une ressource, mais on apporte aussi des contenus. C'est des œuvres littéraires, c'est de la fiction courte, c'est notre ligne éditoriale. On a 1500 œuvres pour des lectures de moins de 5 minutes et 4000 œuvres pour des lectures de moins de 20 minutes, plus une dizaine de milliers d'œuvres classiques qui sont disponibles. Voilà, ces œuvres, elles sont classées par niveau. On va rentrer dans le détail après pour que vous compreniez comment ça se fait. C'est assez simple. Voilà, le site édito qui donne accès à cette bibliothèque est une ressource qui a été développée à partir de tests sur 3 ans dans 11 établissements de tout niveau, écoles, collèges, lycées et même universités. Puisque l'écriture créative chez nous, on travaille sur l'écriture créative, on travaille avec le programme de Sciences Po. Donc, on est vraiment de l'école élémentaire REP du 93 à Sciences Po. Voilà. Aujourd'hui, on est utilisé dans 250 établissements en France et aux États-Unis, parce qu'en fait, on a commencé l'académique aux États-Unis. Et il faut encore que vous sachiez qu'on est accessible via le GAR et les ENT. Et enfin, que notre ressource, le site édito, donc qui est une ressource de lecture numérique et d'écriture créative, peut être connecté à un cube édito qui est un mini distributeur d'histoire courte qui a la forme d'une boîte et qui distribue sur Papyrus en mode aléatoire des contenus rédigés par les élèves. C'est ça la force pédagogique, mais aussi d'autres types de contenus. C'est un bon levier d'intérêt aussi pour les élèves, pour l'entrée dans le monde de l'écrit, voilà, pour l'accès au monde de l'écrit. Alors là, j'ai fait ça. Maintenant, je vais arrêter de partager et je vais aller repartager la fenêtre. Vous voyez? Parfait. Alors là, vous êtes dans un site édito qui a été créé pour un établissement fictif, bien sûr. Et donc, on crée des projets de lecture et d'écriture. Et pour les professeurs, on peut en créer autant. Et dans chaque projet, vous allez avoir une équipe pédagogique qui va de un prof à une dizaine de profs. Voilà. Celui qui le crée peut associer des enseignants à l'équipe de pilotage. Voilà. Projet ici, pardon, donc qui était le cadre de lecture. Donc là, on arrive dans un établissement, il peut y avoir autant de projets, c'est une licence qui donne droit à autant de projets que l'équipe pédagogique souhaite en créer. Et chaque prof peut être dans plusieurs projets et décider d'y associer d'autres membres de l'équipe pédagogique. Donc là, c'est un site de lecture créé pour un projet qui s'appelle Quart d'heure lecture. Et donc là, le prof a décidé d'offrir de la lecture à l'intérieur d'une série de catalogues qu'il aura choisi par temps de lecture. Donc voilà. Donc si je suis élève, je clique là-dessus, je tombe sur une histoire qui m'est offerte en aléatoire. On a un module 10, c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, comme utilisateur, je veux me mettre en open dyslexique, je veux améliorer mon écran, mon interlignage et je veux un environnement de lecture, une visibilité qui soit meilleure à mon œil, je peux le faire. Et après, par défaut,
je me retrouve avec systématiquement, quand je me connecte au système, ce paramétrage qui a créé mon propre environnement de lecture. Voilà. Après, j'ai pas partagé le son, donc vous l'aurez pas, mais si j'ai une transcription audio, donc pour des mots un peu plus compliqués, j'entendais l'autre jour à la radio, j'y pensais la gageure, voilà, des mots comme ça qui sont un peu compliqués ou même des expressions qui posent difficulté, ça peut être utilisé et comme on a des catalogues en langue étrangère, c'est aussi intéressant d'entendre des expressions, on peut aller jusqu'à 500 caractères qui sont proposés par enfin dont on peut entendre la lecture. Voilà, donc vous voyez, là, il a le classique, le conte classique, le temps de lecture 2 minutes et puis, s'il veut une autre histoire, il peut y accéder. Il a une petite information sur le, sur l'auteur, et puis s'il en veut d'autres, il en a d'autres. Là, on voit que là fonctionne le système du paramétrage automatique et puis si le prof lui a donné le nom d'une œuvre, en particulier, ou je sais pas, s'il va sortir quelque chose, non, c'est une mauvaise idée, il y a possibilité de taper le nom de l'œuvre pour tomber directement sur les œuvres qui sont proposées. Voilà, donc ça, c'est côté élève. Donc c'est simple pour la partie, lecture. Pour la partie, prof, le prof donc va se connecter, à un espace, qui est un espace l'admin édito, dans lequel il va trouver, des collections, donc les collections de short édition ou ses collections personnalisées, s'il fait écrire des, ses élèves. Il va trouver des informations, du type, aide, utilisateur, tutoriel, enfin c'est très simple, hein. Les projets d'écriture qui sont disponibles et puis des statistiques pour voir ce qui se passe sur le nombre de lectures et le nombre de créations d'œuvres. Voilà. Donc dans les collections de short édition, par exemple, là, on va avoir des choses qui sont classées par niveau et puis après le prof peut faire des sélections et décider de paramétrer sa page en choisissant à l'intérieur de ses œuvres, enfin à l'intérieur de ses collections, celles qui l'intéressent. Et même à l'intérieur des collections, il peut faire un choix, c'est-à-dire que là, s'il clique, il va voir toutes les œuvres et il pourra lire chaque œuvre qu'il a envie de proposer à ses élèves. Voilà. Et puis s'il a envie de créer une collection spécifique, lui, eh ben, il va pouvoir le faire. Elle sera, et comme ça, il aura complètement décidé de l'environnement de lecture qu'il propose à ses élèves. Voilà, écrire. Voilà, alors, voilà, exactement, toutes ces petites difficultés qui sont pas très drôles. Alors, donc, que je vous explique là, l'élève tape le titre de son projet, de son travail. Donc, voilà, et après, il va accéder à une interface d'écriture créative, qui se veut extrêmement simple, c'est-à-dire que, il y a très peu de fonctionnalités, dans ce traitement de texte-là. Nous, la consigne qu'on nous a donnée finalement, c'est d'enlever le plus possible de fonctionnalités du traitement de texte. Voilà, et donc l'élève peut taper ce qu'il a à taper. Ensuite, il a, vous voyez, quelques fonctionnalités qui sont hyper rustiques en termes de traitement de texte. Et puis, il a la possibilité de créer une version. Voilà, et donc il sait que le prof va retrouver des versions de ses différents travaux. Il va pouvoir annoter. Donc là, il va annoter simplicité et il pourra poser une question à son prof pour dire, par exemple, est-ce le bon mot? C'est pas sûr qu'il formulera la question comme ça, mais enfin, pourquoi pas? Voilà, la notation, et donc le prof, quand il va se reconnecter, va trouver, on est en séquentiel, hein, donc l'élève travaille, le prof travaille et après ils peuvent communiquer à travers ces différentes, options, que ce sont soit la notation, soit le commentaire direct dans le texte, voilà, qui apparaîtra, surligné dans une couleur spécifique. Et puis, quand il le souhaite, donc il y a le versionning qui est un élément très important. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a un correcteur d'orthographe et que ce correcteur d'orthographe, il n'est pas par défaut. C'est-à-dire que l'élève qui tape va pas être assailli de trucs soulignés en rouge comme on a dans Word, mais il ne l'aura qu'à la fin si il le sollicite. Voilà.
Et là, le truc va, à ce moment-là, va tourner et va lui dire que peut-être il y a des erreurs à un endroit. Voilà, bah là, il a identifié que c'était un problème et il va avoir une proposition et il peut l'accepter comme on connaît sur Word. Voilà. Et donc, l'innovation pédagogique majeure dans cette approche, c'est qu'en fait, on met l'élève en position d'auteur et on place le professeur en position d'éditeur. Puisque l'élève, au départ, sait que ce qui va être écrit est pensé pour être lu par un public plus large que seulement son prof et qu'il n'aura pas comme seul feedback l'évaluation et la note. Et donc, et l'auteur, et le prof est en position d'éditeur, c'est-à-dire qu'il est aux côtés de son élève, il l'aide à fabriquer un contenu dont il sera fier à la sortie, qui sera partagé sur le numérique, soit dans la classe, soit dans l'ensemble de la communauté de l'établissement, soit plus largement s'il le décide, puisqu'il y a trois paramétrages possibles en termes de publicité et d'accessibilité des textes. Voilà. Super, J'espère que c'est assez clair. très intéressant, très clair, en effet. Voilà. Pardonnez-moi pour Il faut se familiariser avec l'environnement. Ben voilà, l'édition, exactement. parce que c'est un écosystème à lui tout seul. Hein. Exactement. Très bien, merci. Suite maintenant avec sur Maxime de Fastlane on verra et ensuite cette si tu question. passeras après. Maxime, donc si vous êtes disponible, vous pouvez prendre le micro. Oui, bonjour à tous. Être là, donc je suis Maxime, le cofondateur de StartLab, et je vais vous présenter en fait la plateforme StartLab, qui, pour le faire rapidement, en fait, est un programme complet qui va permettre à un enseignant ou une équipe enseignante d'emmener sa classe vers la réalisation de projets concrets, que ce soit une mini-entreprise ou un projet associatif. Ce qu'on vise, nous, vraiment, c'est le développement de l'esprit d'initiative et le développement des compétences du 21e siècle. Voilà. Alors, on a deux versions de StartLab aujourd'hui. On a une version jeune talent qui est plutôt donc, fin de collège, début de lycée, qui sert notamment dans le cadre de SES, des clubs. En collège aussi, on l'a utilisé avec beaucoup de succès dans le stage d'observation. Et on a une version éducation, donc pour les un petit peu plus grands, où là, on va appuyer un petit peu plus sur des notions économiques. Donc, on va être plus sur la découverte de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Quand avec Jeunes Talents, on sera plus vraiment sur la création de projets dans son sens un petit peu plus simple. La version éducation fonctionne très, très bien en STMG, donc en voie techno, et puis aussi dans le cadre de la mise en place du chef-d'œuvre en voie professionnelle. Donc, en termes de grands objectifs pédagogiques sur StartLab, ce qu'on vise, c'est vraiment de développer le sentiment et les moyens d'engagement en fait, des élèves. Ils vont pouvoir créer des projets de leur choix et StartLab va les accompagner dans le développement de ces projets. Ils vont pouvoir construire ces fameuses nouvelles compétences du 21e siècle, donc apprendre à travailler en équipe, s'organiser, communiquer, etc. C'est une manière aussi originale de découvrir le monde professionnel. Ça va être très ludique et ils vont apprendre à se connaître aussi à travers le programme de création de projet. Et puis pour vous, du côté enseignant-établissement, c'est vraiment un dispositif qui est clé en main. Donc vous, en tant qu'enseignant, vous allez le gérer et on va vous former sur la prise en main de l'outil, mais c'est extrêmement clé en main. Donc, comme je vous le disais avant, en fait, on travaille déjà avec pas mal de régions, avec des DAN et des académies. Et ça se passe notamment très, très bien dans le cadre du programme de STMG, de la mise en place du chef-d'œuvre en voie professionnelle, mais aussi plus largement pour rendre l'économie un petit peu moins théorique quand on est en classe de SES. Donc, voilà. Donc, pour bien appuyer sur le point, avec StartLab, je suis un enseignant ou une équipe enseignante, puisqu'on va pouvoir collaborer à plusieurs. Et ça va me permettre d'emmener ma classe, par exemple, j'ai une classe de 25, 30 ou 35 élèves, je vais emmener ma classe vers la réalisation de projets concrets. Ça peut être un projet associatif ou culturel, mais ça peut être aussi une mini-entreprise. Vous pouvez les laisser tout à fait libres de choisir le projet sur lequel ils travaillent, ou alors vous pouvez leur donner un thème. C'est entièrement à vous. Ensuite, comment le programme est-il organisé? Ce sera toujours la même chose, on aura toujours 5 étapes. On va commencer par trouver
une idée de projet en fonction d'un problème dans la société qu'on a identifié. Et là, on a notamment toute une partie qui est la découverte des objectifs de développement durable. Donc, les jeunes, à partir de là, se mettent en équipe, vont ensuite étudier leur environnement, réfléchir aux ressources dont ils vont avoir besoin pour monter leur projet. Donc, on va par exemple parler de budget à ce moment-là, mais aussi de prototypage. Ensuite, ils vont réaliser le plan de communication de leur projet avant de présenter en équipe leur projet, donc le fameux pitch à l'anglo-saxonne. Donc, on va vraiment de l'idée jusqu'au pitch avec StartLab. Tout au long du programme, et je crois qu'on en a déjà parlé avant, je crois Mad Max Z, donc nous, on est vraiment sur le développement des compétences transversales, soft skills ou compétences du 21e siècle, j'ai envie de dire, peu importe comment vous voulez les appeler. Et donc, on a 11 compétences qui sont mises en avant dans la plateforme. Donc, au fur et à mesure que les jeunes vont avancer dans le programme, réaliser des actions ou que vous allez les récompenser en leur donnant des badges, eh bien, ils vont gagner des points d'expérience sur ces 11 compétences que vous voyez ici, compétences personnelles, sociales, méthodologiques. Okay. Le programme, de manière générale, se déroule en général, il faut que vous ayez un minimum de 10 heures à allouer au programme. Ça se fait en général sur un temps, on va dire, d'une vingtaine d'heures. Et ce qu'on vous fournit, évidemment, c'est des déroulés d'activités qui sont adaptables. Donc, vous pouvez partir sur 20 heures, adapter le nombre de séances, évidemment, et leur durée. Si vous voulez faire un parcours plus long, ce qui est très bien aussi, c'est que ça vous permet justement d'insérer des sorties inspirantes, donc de faire rencontrer les jeunes, les faire rencontrer soit des chefs d'entreprise, aller visiter une entreprise, les faire venir l'entreprise sur place. Voilà, donc il y a beaucoup de flexibilité dans le parcours, mais comptez environ, on va dire, 10 heures minimum pour mettre en place un programme StartLab et en général, pour que ce soit vraiment enrichissant, 15-20 heures pour les élèves. Et ensuite, ça, vous l'étalez sur 2 semaines, un trimestre ou l'année scolaire, comme vous le souhaitez. On vous met à disposition beaucoup d'outils. Donc, d'un point de vue des élèves, je vais avoir accès à une plateforme e-learning sur laquelle je vais apprendre les principales notions de la création de projet, certaines notions économiques également. Je vais avoir accès, ça c'est vraiment plaisibicité des élèves, à une série, une web série qu'on a entièrement filmée sur la création de projet, où Clara et Hicham en fait vont nous faire découvrir la création de projet. Ça c'est intégré dans la plateforme e-learning. Et à la fin du parcours, ça c'est très important, vous pouvez leur décerner une attestation Sorbonne Entrepreneur. On travaille avec l'Université de la Sorbonne sur ce projet, notamment le Master Innovation et Entrepreneuriat, qui nous aide à créer une grande partie du contenu pédagogique. Et à la fin, avec cette attestation, c'est quelque chose qu'ils peuvent mettre dans Parcoursup et qui se valorise très facilement. Donc, du côté des enseignants, vous avez également accès à la plateforme. Sur la plateforme, vous allez avoir accès à beaucoup de ressources pédagogiques qui vont vous permettre d'animer des séances encadrées où vous êtes avec les élèves. Vous allez aussi pouvoir suivre le progrès individuel des élèves et des équipes qui se sont formées. Et enfin, vous pouvez insérer dans une séance encadrée, vous pouvez insérer une rencontre avec un chef d'entreprise et on travaille notamment avec 100 000 entrepreneurs. Donc ça, c'est tout le principe de StartLab. Ce n'est pas que les élèves passent tout leur temps sur écran. Donc, on est vraiment dans une alternance dite hybride. Donc, on a des séances en autonomie où je suis un élève, je vais apprendre les principaux concepts et ça va m'être expliqué de manière très sympa. Il y a du quiz, il y a beaucoup d'interactivité, il y a de la vidéo. Et puis ensuite, j'ai des séances encadrées où là, avec l'enseignant, on peut revenir sur les principales notions et tout le matériel pédagogique est prêt. Et ensuite, on va travailler avec mon équipe sur mon projet. Et évidemment, on va préparer le pitch de présentation finale. Donc ça, cette alternance de séances en autonomie et de séances encadrées se fait sur, une fois encore, 10 heures, 15 heures ou 20 heures. Et ça, vous pouvez l'étaler, ces heures-là, vous pouvez les étaler sur plusieurs semaines, un trimestre ou toute l'année scolaire en fonction de vos contraintes. Vous avez, comme je l'ai dit, une web-série qui est très sympa, une web-série où on va retrouver Clara et Hicham. Leur projet, c'est de créer des baskets à partir de matériaux recyclés et ils vont accompagner vraiment les élèves dans la création de projets avec 5 épisodes qui font écho aux 5 étapes de la création de projet. Je vous en passe un petit extrait
Bon, malheureusement, le son ne passe pas, donc on voit la qualité de la vidéo, mais pas le son. Ok, donc j'ai entendu qu'on n'entendait pas le son, mais vous voyez un petit peu, ça c'est le teaser de la web série qui est donc intégrée dans le parcours, où on va rencontrer aussi 5 entrepreneurs du Made in France, 5 entrepreneurs qui travaillent tous sur les objectifs de développement durable et qui vont inspirer les jeunes dans la création de leurs projets. Donc on va être à la fois dans la rencontre d'un Fab Lab avec des gens qui font de l'économie circulaire, plein de choses voilà, pour inspirer les jeunes. Donc, c'était simplement pour vous donner un petit peu… désolé qu'il n'y ait pas eu le son. C'était simplement pour vous montrer un petit peu le contenu vidéo qu'il y a aussi dans la plateforme. Ensuite, en termes de démarrage, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous accompagne évidemment au démarrage du projet dans votre établissement. Donc, on est là pour écouter vos objectifs pédagogiques. Ensuite, on est là aussi pour vous former à la prise en main de l'outil. Et évidemment, on va rester avec vous tout du long pour toutes vos questions. Et on est accessible dans le Gard, dans le NT et évidemment via Corélis. Voilà, et on est déjà présent sur la région de France, dans la région sud, dans les Hauts-de-France et à l'étranger. Voilà, merci. Parfait, merci pour cette présentation bien compréhensive, bien exhaustive. C'est très intéressant. Merci. Donc, il nous reste le dernier volet avec Stitch, donc finalement avec Arnaud. Bien, merci beaucoup. Du coup, je vais vous parler de Stitch et de l'apprentissage du code de la route avec Stitch. Si vous le voulez bien, je vais commencer par dire 2 mots de l'entreprise parce que c'est quand même pas une évidence de comprendre pourquoi on est là dans cette librairie et dans ces innovations pédagogiques. Stitch, c'est une auto-école de nouvelle génération. Avant, elle était connue sous le nom d'auto-école.net. C'est une auto-école dans le sens réglementaire. Elle est agréée par la préfecture, elle travaille avec les pouvoirs publics, notamment pour des choses comme l'emploi du compte professionnel formation par les élèves, etc., etc. Mais c'est aussi et surtout une école. Hein. Dans auto-école, il y a école, c'est-à-dire au sens pédagogique. Chez nous, ce n'est pas purement du décorum. Les 2 fondateurs de Stitch en 2014 sont tous les 2 des pédagogues. L'un des 2, il est formateur d'enseignants de la conduite et l'autre est anciennement enseignant dans l'enseignement supérieur et spécialisé dans la pédagogie digitale. Voilà. On dit de Stitch que c'est une auto-école nouvelle génération parce qu'elle utilise le plus possible les possibilités qui sont données par le digital en créant des cours que les élèves peuvent avoir dans leur poche avec eux parce que ça peut se retrouver sur leur téléphone mobile, tout en maintenant quand même une expertise métier sur le terrain avec des centaines d'enseignants de la conduite salariés dans des voitures double commande un petit peu partout en France. Alors pour ramener ça à EMLS, les collèges et les lycées peuvent, en tout cas, nous, on pense même qu'on peut dire doivent, aider leurs élèves à s'y retrouver dans la jungle des propositions, des formations au code. Après tout, l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, ça fait partie en France d'un continuum éducatif. Et dans ce continuum éducatif, l'éducation nationale est partie prenante, depuis la maternelle avec le savoir rouler à vélo, jusqu'au lycée et au CFA avec la demi-journée de formation. Et donc, dans ce continuum éducatif, il y a aussi des auto-écoles. Et dans ce cadre, Stitch s'emploie à être également un acteur de l'intérêt général, aux côtés notamment de l'éducation nationale. Côté lycée, vous vous en rendez bien compte, la mobilité, c'est aussi quelque chose qui est déterminant pour l'insertion professionnelle des élèves. Avoir le permis, c'est souvent la condition d'accéder à un emploi. Donc, je vais vous présenter la formation au code par Stitch. Alors, il est possible d'accéder à Stitch de 2 manières différentes. On a tenté de faire la formation la plus simple et la plus ludique possible. Première manière d'accéder à Stitch, c'est une application mobile qui est disponible à la fois sur les téléphones iPhone et sur les téléphones Android. Et puis, vous avez également une plateforme web qui est accessible à partir de n'importe quel navigateur web, donc n'importe quel appareil qui peut aller sur Internet peut se connecter à cette plateforme web. Donc voilà,
Ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration. Vous voyez ici la page de connexion sur cet écran dans ma présentation, et puis je vais aller surfer sur le site et vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, vous avez ici la page d'accueil. Quand vous vous êtes logué, vous avez la page d'accueil. Une fois la connexion établie, vous arrivez ici. Alors, il y a deux choses très importantes à vous signaler. Ici, en haut à gauche de votre écran, vous avez ce qu'on appelle le coach virtuel. C'est en fait un robot qui utilise des algorithmes pour suivre la progression de chaque élève individuellement et lui proposer l'activité ou le contenu qui correspond le mieux au niveau de révision qui a été atteint. Ensuite, en haut à droite, là, le planning est très important aussi, puisque là aussi, c'est quelque chose d'individualisé. Ce sont aussi des algorithmes qui vont tenir compte des disponibilités de l'élève et de la date à laquelle il veut passer son examen pour lui proposer des séances de révision qui ont été individualisées spécifiquement pour lui. En bas de l'écran, on retrouve ici toutes les formations auxquelles l'élève a accès et tout particulièrement la première formation, vous la voyez là, c'est la formation au code de la route. Nous allons maintenant entrer dedans et je vais vous montrer comment ça se déroule. Quand vous êtes à l'intérieur du coup du code, vous avez en haut à gauche, vous retrouvez ce même coach virtuel. Il est présent dans beaucoup de pages sur le site et à beaucoup d'endroits sur l'application. En bas à gauche, vous avez un indicateur de progression de révision pour faire le point sur est-ce que je suis prêt à passer l'examen ou pas. Et puis surtout, sur la droite, vous avez la liste de toutes les thématiques du code de la route. Alors, la plupart des étudiants en réalité, naviguent uniquement grâce aux suggestions du coach virtuel. Donc là, ce que je vous fais à la main, c'est moins de 10% des élèves en fait qui le font comme ça, mais c'est pour bien tout vous montrer. Si vous voulez, on va prendre un exemple au hasard. On va prendre par exemple, je ne sais pas moi, le conteneur règles et signalisation, et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la pédagogie pour le code chez Stitch, c'est une pédagogie qui repose sur un triptyque classique mais éprouvé, c'est le triptyque vidéo, fiche et QCM. Alors pour ce qui est des vidéos, je sais que vous n'aurez pas le son, mais ce sont des vidéos qui vont permettre de visualiser le cours sous une forme un petit peu ludique et engageante, où vous allez avoir un certain nombre d'animations, hein. Vous voyez, ce sont des films d'animation qui sont faits pour être un petit peu sympathiques et puis avec un audio qui va guider les étudiants. Après, vous avez les fiches et les fiches reprennent en fait le contenu des vidéos et les enrichissent. Donc, ce sont des fiches écrites, mais qui sont complétées avec un maximum de choses du type schéma, synoptique, du type tableau, etc., pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation. Donc, on essaye d'enrichir la manière dont l'interaction avec le contenu pédagogique se fait. Et puis enfin, on a les QCM. Les QCM, il y en a de trois types. Alors, ce sont toujours de toute façon des QCM du type qui vont être proposés à l'examen officiel, c'est-à-dire avec un chronomètre, avec une voix qui lit les questions, etc., etc. Mais il y en a de trois types, il y en a à trois endroits. Premier endroit où on les met sur la plateforme, c'est ce qu'on appelle les QCM de validation. Après chaque vidéo, après chaque fiche, vous allez avoir un QCM qui va s'afficher, qui va vérifier si la personne a compris ce qu'elle lisait ou ce qu'elle écoutait et a vraiment fait son étude avec application ou au contraire a complètement survolé le contenu. Donc à chaque fois, à la fin des fiches et à la fin des vidéos, vous avez une petite série de questions qui se lancent. Sinon, vous avez également des séries qu'on appelle les séries de QCM thématiques qui sont là à droite ici par exemple. Si j'appuie ici sur démarrer, je lance un grand QCM qui n'a pour thème que les questions sur les règles et la signalisation, sachant qu'on a plus de 5000 questions en base, donc ça tape aléatoirement dans ces 5000 questions, celles qui sont fléchées sur les règles et signalisation. Dernier type de QCM, et c'est très important, ce sont les QCM qu'on appelle les examens blancs, c'est-à-dire ici, quand vous revenez un petit peu sur l'écran d'accueil et que vous appuyez ici sur évaluation en haut,
Ces examens blancs, ce sont en fait des séries de 40 questions qui sont exactement faites pour ressembler à un examen du code, et on en a plusieurs dizaines qui permettent de s'entraîner exactement en conditions d'examen. Cette pédagogie est une pédagogie qui réussit, puisqu'on a les statistiques, on sait que 90% de nos élèves réussissent leur examen à la première ou la deuxième présentation, donc c'est un très bon résultat. Dans l'application et dans la plateforme web, il y a aussi des choses très importantes en plus de ce contenu pédagogique. D'abord, l'élève peut réserver directement sa place d'examen au moment où il ou elle est prêt, de façon à ce que ça soit intégré à la plateforme. Là, vous voyez, il y a une réservation qui a déjà été faite. Il y a aussi la possibilité de consulter en bas à droite une FAQ, mais cette FAQ, elle permet aussi, vous voyez, il y a formation au code de la route, contenu pédagogique, mais elle permet aussi, si la réponse n'est pas dans la FAQ, de poser une question directement à un conseiller ou à un enseignant. Donc, il y a des conseillers qui sont spécialisés en questions administratives, il y a des enseignants, j'en fais partie, qui sont spécialisés sur les questions pédagogiques sur le code. Et enfin, l'élève peut gérer toutes ces formalités administratives en ligne, parce que c'est très important. Stitch s'occupe de l'inscription à la préfecture, d'obtenir le numéro NEPH, qui est l'identifiant unique qui permet de passer l'examen, etc., etc. Et tout ça, ça se fait en téléchargeant des documents directement sur la plateforme à l'endroit que je vous montre à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un tour de la plateforme rapide, mais qui vous permet de voir ce qu'il est possible de faire. Je vous ai montré la version plateforme web. Encore une fois, il existe une version application, et cette version application, elle va faire exactement la même chose, mais avec une présentation qui est un petit peu différente parce qu'elle est plus adaptée aux écrans tactiles. En conclusion, chez Stitch, on essaye de fournir une solution complète, non seulement pour le passage du code, mais aussi ensuite pour la conduite. La meilleure preuve que ça fonctionne, ce sont les témoignages des anciens élèves, parce que comme la plupart des acteurs du numérique, les utilisateurs de Stitch peuvent laisser des appréciations sur des sites de notation indépendants, et si on en prend un au hasard parmi ceux sur lesquels Stitch est référencé, j'ai pris ça ce matin sur la plateforme Ecomi, qui est une plateforme de recueil d'avis. Stitch recueille 94,16% d'opinions positives sur plusieurs milliers d'avis récoltés. C'est bien que, du point de vue des utilisateurs, la solution fonctionne parfaitement. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, et puis je me tiens à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions. Voilà. Merci Mathieu. Donc, Merci en beaucoup. tout cas, on a pu voir la richesse de la plateforme. Donc, reste à voir, puisque vous êtes une nouvelle ressource chez Librairie EMLS, dans quelle mesure les lycées vont s'emparer de cet enjeu. Car on sait aussi que les lycées ont énormément de sujets à gérer. Donc, voilà, ce sera intéressant de suivre ça de près. Merci. Et compte tenu de l'heure avancée, je vous propose peut-être de conclure en disant d'une part que aujourd'hui était donc la dernière d'une série de rencontres que nous avons commencé donc il y a quelques semaines. Je crois qu'il y avait 6 événements. Les autres étaient plus fluides qu'aujourd'hui, mais au final, ça nous a permis de faire un très bon tour d'horizon de l'ensemble des ressources. Il n'y a pas de doute que nous reprendrons cette série l'année prochaine. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Et je vois qu'une des personnes là nous quitte à l'instant, toutes les personnes qui étaient présentes. Donc, nous reprendrons ce cycle l'année prochaine. En attendant, les choses vont se jouer pour vous, établissement, là, dans les semaines qui viennent, puisque c'est maintenant que vous faites vos choix de manuels d'une part, mais aussi de ressources numériques de l'autre, pour pouvoir enrichir au final l'approche pédagogique que vous avez les uns et les autres. Très bien, merci infiniment. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances, un bon été les uns et les autres. Et évidemment, nous sommes à la librairie EMLS à votre disposition pour les compléments d'informations que vous souhaiteriez avoir sur ces ressources, ou bien vous pouvez également accéder directement à ces éditeurs avec lesquels nous travaillons main dans la main.
Merci à tous. Merci, au revoir, très bonne journée.